Écoutez, moi je suis ravie d'être parmi vous cet après-midi, organisé par l'association EFAPO à l'occasion de la journée des droits de la femme, et pas la journée de la femme, puisque je rappelle que c'est tous les jours de toute façon notre journée. Cette journée à l'occasion des droits des femmes, elle est essentielle, elle est importante, parce que l'égalité reste à construire, elle reste un combat ici, elle reste un combat ailleurs, et moi je partage ce que fait EFAPO en considérant que cet idéal il est universel. On n'est pas là uniquement pour défendre les droits des femmes à Chi, Mazarin ou en France. On défend les droits des femmes partout dans le monde, où qu'elles se trouvent, et toutes les oppressions doivent être condamnées. Et donc, vous savez qu'on est toujours à vos côtés, l'association EFAPO, chère Awa, on sera toujours à tes côtés. Merci pour tout ce que tu engages, et très bel après-midi. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Marie-Laure Pourcet, élue à la parentalité à Montchumeau. Je suis ravie d'être là, je suis ravie aussi de connaître l'association parce que je ne la connaissais pas. Donc, je vais faire connaissance avec tout le monde et avec l'association, et je trouve ça vraiment cet événement super. Je vous remercie de nous avoir invités. Donc moi je suis Lucille Sekini, je suis adjointe au maire à Montjumeau en charge de l'égalité femmes-hommes. Donc le sujet d'aujourd'hui m'intéresse particulièrement, je vous remercie pour votre invitation. Mon combat, c'est les violences faites aux femmes notamment, et les violences intrafamiliales, puisque ça a un impact sur tout le monde. Je remercie à tous ces messieurs d'être là, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes aussi, je trouve que c'est top. Donc bravo, c'est bien. On voit l'engagement. Et je remercie Awaba et l'association EFAPO de nous avoir invités. Merci à vous. Bonjour tout le monde, bonjour Madame la maire, bonjour les adjointes de nos jumeaux. Moi je suis de Villeneuve-Saint-Georges, mais en même temps je suis la présidente de l'association EFIA-ISM, où EFAPO c'est un partenaire. C'est un réseau d'associations de femmes qui rentrent dans toute la France. On fait même des interventions aussi à l'étranger, en Afrique, en Roumanie, partout. Là où il y a les femmes, nous sommes présentes. Donc, je suis la présidente, et Awaba, pour la petite histoire, c'est la vice-présidente de l'association EFIA-ISTEM. Donc, aussi à EFIA, on parle de promotion de la femme, de violence, de résilience, de tout ce qui concerne les femmes. Donc, voilà, nous sommes intéressés. Et donc, ça concerne vraiment toutes les femmes du monde entier. C'est l'année des femmes, la journée des femmes. Nous sommes là, nous sommes au premier plan. La femme, c'est le cœur de la vie. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Bonjour à tous, donc Nadine Darfour, moi je suis directrice de la MJC à Morangis, donc ville voisine de Chilly. Le partenariat avec les FAPO, c'est je pense plus de 15 ans de travail en commun sur une ville voisine, et notre partenariat a traversé les âges et les événements, on va dire, hein, on peut dire ça. On faisait allusion aux jeunes, je suis particulièrement fière de pouvoir signaler la présence de 5 jeunes SNU qui sont encadrés par la MJC de Morangis. Alors ils interviennent plutôt sur des missions dans le développement durable, mais je vous rappelle que dans le développement durable, c'est pas que l'écologie. On a un critère qui est l'égalité des genres, qui va au-delà de l'égalité homme-femme, et pour lequel ils sont sensibles aujourd'hui, et donc je les remercie d'être présents. J'étais plutôt contente de pouvoir dire bonjour à tous, même si aujourd'hui on voit encore qu'on a quand même plus de femmes qui sont concernées par la défense des droits que la présence des hommes, mais on y croit, ça évolue. Voilà, que dire de plus, qu'on est plutôt content parce que c'est vrai qu'Awa est très présente sur des événements qu'on fait à Morangis. Donc la réciprocité est importante que ce soit dans les deux sens. Je vous souhaite une très belle après-midi, on a le soleil qui nous accompagne, donc je pense que c'est un bon signe. Voilà, ça fait du bien. À dire parce que tout est dit en fait. Donc comme je suis la présidente de l'association EFAPO que vous connaissez, aujourd'hui on est là pour célébrer la journée internationale des droits des femmes, mais c'est pas qu'aujourd'hui, on dit toujours le droit des femmes, c'est tous les jours. Et malheureusement tous les jours on est obligé de se battre pour acquérir quelques droits.
Mais on ne va pas baisser les bras, on va continuer. Et c'est la mission de l'EFAPO. EFAPO, aujourd'hui, a essayé de mettre en place 2 thématiques. Parce que les droits des femmes touchent dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, on va mettre en avant, surtout sur le sport, l'écriture et surtout les bienfaits de l'écriture. Donc le sport, comme vous le savez, je ne suis pas footballeuse, je ne suis pas sportive. Un tout petit peu, je fais de la danse quand même. Effectivement, je fais de la danse. Je fais de la danse. Mais c'est du sport, mais on a toujours du mal, on a très bien vu que les femmes ont plus du mal à acquérir, en tout cas, à se faire avancer au niveau sport, aujourd'hui. Donc, elles continuent à se battre pour avoir, notamment, l'égalité salariale. On a toujours ce problème. Ainsi de suite. L'écriture, une femme qui écrit, c'est pareil, aujourd'hui, a du mal à trouver une maison d'édition, plus du mal que l'homme, pour pouvoir publier son livre. Donc, tous ces phénomènes-là font que les femmes se battent tous les jours. Toujours, il y a un défi que les femmes doivent pouvoir supporter. Toujours un défi pour se dire qu'est-ce que je fais pour avancer. Et je pense qu'on est en 2025, ça doit être quelque chose qu'on doit pouvoir aujourd'hui dire non. Parce que l'égalité des sexes, ça doit être tous les jours, dans tous les domaines. Et c'est pour cela qu'EFAPO a mis en place plusieurs ateliers. Et ces ateliers qu'on a mis en place, on en profite pour remercier Madame la maire. Merci aux élus. Merci. On vous remercie parce que dans un premier temps, les locaux qu'on a eus, ça nous permet d'une part de pouvoir recevoir ces femmes qui sont en détresse et de prendre des bonnes initiatives pour pouvoir les accompagner. Ces initiatives qu'on accompagne, c'est surtout, on se dit, pour avoir l'égalité, pour continuer à se battre, il faut que les femmes soient autonomes. C'est pour cela, comme je dis souvent, EFAPO, c'est comme un arbre, général le dit. On a le tronc et avec ses racines. Donc c'est pour cela que nos ateliers se mettent en place. Les ateliers sont les ateliers de recherche d'emploi, les ateliers numériques, les ASL, les ateliers de self-défense, parce qu'il faut se défendre quand même. Ah, moi j'y vais, hein, parce qu'il faut que on se défende. Les ateliers de couture, les ateliers de bien-être, etc. La cuisine, tous ces ateliers, le potager, on vient de nous agrandir notre parcelle. Merci beaucoup, Madame la maire. Et tous ces ateliers permettent aux femmes de reprendre confiance. Chère Rafika, merci beaucoup, merci à vous. Merci, merci Fanny. Merci à vous, merci à vous, merci. Mais écoutez, bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Leïla El-Ksiri. Je suis ravie d'avoir été invitée pour cette journée, pour parler de mon parcours et d'échanger aussi avec vous au sujet des droits des femmes. Donc comme on vous l'a dit, je suis boxeuse professionnelle, mais pas que. Donc je suis boxeuse professionnelle internationale. Voilà, j'étais membre de l'équipe nationale marocaine. J'étais aussi membre de l'équipe Île-de-France, donc française. Actuellement, j'évolue chez les professionnels. Je suis aussi maman. Je suis aussi une sœur. Je suis aussi coach sportive. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'en fait, on n'est pas juste une femme. Et on peut évoluer mais en fait, sur plein d'autres domaines. On en fait beaucoup à l'école du sport. Et après, quand on atterrit dans le monde du travail, ça passe à la trappe. On n'a plus de sport obligatoire, donc on oublie, on n'en fait plus. Et en fait, pour votre santé, vraiment j'insiste, pour votre santé, ça va vous éviter tellement de maladies cardiovasculaires, des problèmes de diabète, des problèmes d'articulation, des douleurs au dos. En fait, il faut vraiment continuer à pratiquer du sport, que ce soit en club, au sein d'une association ou à travers un coach sportif, ou même chez vous toute seule, se dire allez, je vais aller marcher, je vais aller courir, je vais me mettre une vidéo sur YouTube, je vais faire quelque chose. Vraiment, je vous encourage à faire du sport et je vous encourage aussi à y mettre vos filles. Parce que très souvent, on se dit, allez, je vais inscrire mon fils, il va faire du foot, mon fils, il va faire du karaté, et ma fille, elle va faire quoi? Alors la danse, pas de problème, c'est génial, mais faire un sport de combat, ou faire un sport d'équipe, moi je vais parler plus de sport de combat parce que c'est ce que je connais,
ça va vous aider ça va aider vos enfants et vous aider vous aussi à prendre confiance en vous. En France, vraiment, vous pouvez être vraiment tranquille en mettant vos enfants dans ce genre de discipline. Enfin, c'est super safe, vraiment. Je vous en prie. Et je m'entraîne 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir. Donc c'est 6 jours sur 7. Si je me laisse un jour de répit, c'est un miracle et c'est parce que je suis au poids. Mais en général, le 7e jour, je gère mon poids, donc je vais courir. Donc non, on n'a pas du tout les mêmes conditions. Et si on n'a pas un cercle familial qui nous soutient, ou des amis qui nous soutiennent, c'est vrai que ça peut être compliqué de compiler une vie professionnelle, une carrière sportive, une vie de famille, etc. Parce qu'en plus, on a envie de passer du temps avec nos enfants. Mais quand on est passionné et puis quand on a envie de transmettre aussi, c'est des sacrifices qu'on est prêt à faire. Après, on ne va pas se mentir, une carrière sportive, peu importe la discipline, elle est courte. Et celle-ci, elle va être plus disponible parce qu'on va s'en adapter. Premier type de coup en boxe anglaise, moi je pratique que de l'anglaise, c'est le direct. Le direct, imaginez quelqu'un devant vous, de préférence que vous n'aimez pas, et vous visez son nez. D'accord? Donc je tends mon bras, vraiment je serre mon poing, et je m'imagine taper son nez avec cette partie-là de ma main. D'accord? C'est la partie dure, c'est pas comme ça. Donc je pars d'ici, partez de là, et je déclenche, et je ramène. Donc il faut se rappeler, on veut toucher, pas se faire toucher. Là je suis protégée, quand je déclenche, je prends un risque, donc il faut vite ramener sa main. Là, et je ramène ma main. Allez-y. Et je ramène ma main. Encore. Ok. On fait la même chose avec l'autre poing. Donc pareil, on va venir tendre le bras et le ramener ici. L'autre main ne bouge pas. Allez-y. Top. Ok. Mon dos, il doit rester droit et mes jambes fléchies. Il faut absolument que je reste en équilibre. On envoie, pas arrière, et on ramène. Maintenant, on se fait une petite combinaison très simple qu'on fait très souvent. On va envoyer le bras avant, qui correspond à la jambe qu'on a devant. Le bras avant. Bras arrière et bras avant. On va à mon top. Top. 1, 2, 3. Et on ramène ici. Encore une fois. Top. 1, 2, 3. J'essaie d'envoyer tout le corps à chaque fois. Je balance. Il faut vraiment balancer tout le corps. Ok? Ça, c'est le direct. Maintenant, on va imaginer le deuxième type de coup. On a les crochets. Quand je mets un crochet à quelqu'un, c'est un coup circulaire. On vient se le sauter. Donc j'imagine taper l'oreille de la personne que j'aime pas. Donc pareil, c'est un coup, le bras il est fléchi. Et je m'imagine toujours taper avec cette partie-là. Donc je tape ici et je vais chercher son oreille. Voilà, c'est ça. On essaye là, hop, on tape l'oreille en milieu. Ouais, encore, hop, on ramène ici. On essaye avec l'autre bras. Voilà, tourner le corps et le bassin. Ok. Maintenant, on va mélanger les deux types de coups qu'on a vus. On va faire une petite combinaison simple. On va déclencher direct du bras avant, direct du bras arrière, et crochet du bras avant. Donc, j'imagine mon adversaire, je vais aller lui taper le nez, et je vais venir sournoisement lui prendre l'oreille là sur le côté. Quand on tape l'oreille, en général, ça fait mal. On part position de garde ici, les jambes fléchies, et on déclenche bras avant, crochet, on vient chercher large l'oreille, et on ramène. On essaye encore une fois, on les enchaîne ensuite. Allez, cours. 1, 2, et ici on revient. On va passer sur les types de basiques qu'on a. Bravo, bravo. On a un exemple avec elle, un combat. Voilà, très bien. Voilà. Là, regarde, ici, c'est elle qui est là, voilà. Là, tu l'envoies. Et tu reviens. Si je te présente là, je t'en envoie l'autre. Et je ramène. Là. Bravo. Là. Bravo, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Signer dessus et laisser des petites phrases, force, courage, écrire quelque chose qui vous tient à cœur. Ce tableau-là, je l'ai dédié à ces journées. Merci. Bonjour à tous. Merci à Loi de nous avoir invités à cet événement qui est si important pour nous les femmes. Donc nous on est l'association Marion la main tendue.
Donc nous, ça va faire une bonne dizaine d'années que nous existons. Donc nous, on lutte principalement contre le harcèlement entre pairs. Donc on fait des interventions de la maternelle jusqu'au post-bac dans les établissements scolaires. Et à côté, nous accueillons aussi les victimes de harcèlement entre pairs dans nos maisons de Marion qui sont situées donc aux Ulysses et à Paris dans le 16e arrondissement, si jamais ça vous intéresse. Et donc dans ces structures, on accueille les victimes de harcèlement entre pairs. Et le but donc c'est de les prendre en charge thérapeutiquement, de manière gratuite, hein, parce qu'on considère que le harcèlement n'est pas quelque chose que l'on a cherché à supporter. Et ensuite, excusez-moi. Le pôle thérapeutique propose aussi des groupes de parole qui s'appellent Résolution, qui est dédié aux victimes, et Parenthèse, qui est plutôt dédié aux témoins. Et là, le but, ça va être vraiment de créer des espaces d'échange dans lesquels, en toute bienveillance, on écoute les personnes qui ont besoin de s'exprimer sur le sujet, et puis évidemment d'apporter des solutions ensemble. Bonjour, je me présente, je m'appelle Lily et donc je me suis engagée dans l'association Marion l'a entendu étant victime de harcèlement scolaire, et je pense que c'est très important pour justement éviter que les générations futures refassent exactement les mêmes erreurs que les générations précédentes, de définir le harcèlement et donc de sensibiliser la cause dès le plus jeune âge. Merci. De la jeune femme ambitieuse et solidaire. La signification en fait d'AGEFA, c'est un peu ce que nous sommes. Nous militons pour l'épanouissement des femmes. Donc l'AGEFA, c'est comme a dit la trésorière, c'est une association de 8 femmes. Nous faisons beaucoup de bénévolat, beaucoup de missions auprès des personnes sans abri, en particulier les femmes sans abri. Bonjour à tous, nous sommes des jeunes femmes qui avons décidé de s'engager auprès de la médecine Madara. Nous avons une association qui se nomme De l'argent à partager, de l'aide aux devoirs, des maraudes, des méthodes, des animations intergénérationnelles. Nous remercions Madame la Présidente du FAPO. Bonne journée. Et voilà. Merci. Bravo, c'est les jeunes très engagés. On a la relève en Bachili, donc qui sont très motivés. Donc nous, on a envie de travailler avec elles, en tout cas, voilà, en partenariat. On a plein de projets ensemble pour pouvoir faire avancer certaines choses. En tout cas, bravo. Merci beaucoup d'être venus. C'est voilà, un grand honneur pour nous. Merci. Bravo, vous les applaudissez, s'il vous plaît. On va appeler maintenant les conférenciers. Monsieur Sissoko, philosophe conférencier, et monsieur Antoine Laurent. Voilà. Et voilà. Qui est psychologue de l'association. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir invités. Je suis Pape Bakary Sissoko, je suis philosophe et conférencier. Ça fait 25 ans que je sillonne le monde pour parler de différents sujets sur les femmes. Mon sujet aujourd'hui, c'est sur la résilience. Il se trouve que celui qui a développé l'idée de résilience en France, c'est quelqu'un avec qui je donnais des cours à Paris 5, qui s'appelle Boris Cyrulnik. Ce n'est pas lui qui a créé le concept, mais c'est lui qui l'a développé. Dans tous ses livres, il parle de résilience. Qu'est-ce que la résilience? Je vais vous donner une image simplement. Regardez cette feuille, la plante là. Vous voyez la plante? Vous voyez? Voilà. Et vous voyez quoi? Il y a une fleur qui émerge. Vous allez dans le désert où il n'y a rien. Et vous voyez une petite plante qui sort. Donc, cette plante qui sort, elle renaît. Il y a une renaissance dans le vide, dans rien. On ne s'y attendait pas. C'est-à-dire qu'il faut la résilience, c'est la capacité de renaître, de refaire surface, de rebondir quand tout est désespéré. On dit non, ça ne va pas du tout. On a touché le fond. Mais regardez la plante, elle fend, elle sort. C'est ça la résilience, la capacité d'émerger. Nous avons dit coup, je vous ai dit, il y a les guerres, les violences intrafamiliales, les accidents de la route.
les accidents de la route, parce que ce n'est pas seulement les violences intrafamiliales, c'est aussi les traumatismes qu'on a reçus. Quelqu'un a parlé, je crois que c'est une jeune association qui a parlé de harcèlement scolaire, par exemple. Un enfant qui a été souvent harcelé, quand il est grand, qu'est-ce qu'il devient? Il se retrouve. Et la sportive va vous apprendre à redresser le dos, à regarder haut, etc. Quand je forme des cadres qui sont très forts, mais ils baissent la tête, la première chose, je dis non, non, tu es tellement fort. Ah, madame, madame, elle aurait dû le faire. Hein? Bravo, madame. Voilà. Donc, la résilience, c'est ça. C'est-à-dire que nous aurons toujours des difficultés dans la vie, mais nous n'avons pas les mêmes ressources pour faire face aux difficultés. Un enfant qui vient à la maison, on l'observe discrètement. Je vous ai dit sans le stress. Hein? Il ne faut pas lui donner votre stress. Hein? Discrètement. Vous allez voir, il va aller dans sa chambre. Il va se retirer. Il ne parlera plus beaucoup. Et là, vous devez sentir qu'il y a quelque chose. Et vous commencez à dialoguer, etc. pour comprendre ce qui se passe. Si c'est un adulte, c'est beaucoup plus... c'est différent. Mais l'adulte aussi ne parlera plus, ne voudra plus sortir. Ne voudra plus sortir, il va s'enfermer, etc. Il est dans ce qu'on appelle le mutisme. Et je vous ai dit qu'il y a la boxe, le karaté, etc. Et là, nous, c'est l'écriture. Alors l'écriture, il y a beaucoup de façons d'écrire. Vous connaissez le journal d'Anne Frank. Anne Frank. Les journaux que nos enfants ont. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire. On ne peut pas tout verbaliser. On ne peut pas tout verbaliser. Mais on peut tout consigner par écrit. Parce que si je le dis à Awa oralement, ça va fruiter. Mais si je le mets dans un papier, je le garde, c'est pour moi. Et vous les avez bien vus, il le met comme ça, Anne Frank, hein, mais comme ça, le journal intime, etc. Regardez les carnets, etc. Et je sais qu'il y a des parents qui sont plus curieux, qui vont aller voir les carnets. C'est pas tellement bien, hein, hein, c'est pas tellement bien. On les garde, on leur laisse avec leur petit secret quand même, hein. Voilà, sauf s'il y a mort d'homme. Mais ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est écrire pour guérir. Ce qui nous intéresse ici, c'est écrire pour guérir. Pourquoi écrire pour guérir? Parce que quand tu écris, tu es face à face avec ton texte blanc, ta feuille blanche. Tu es dans la solitude. Tu prends ton stylo. Ce qui était interdit à verbaliser, tu l'écris. Ce que tu ne peux pas dire à Awa, parce que tu ne la connais pas, ou tu n'as pas confiance, ou tu n'as pas confiance en toi, tu ne vas pas le dire. Mais tu peux te mettre dans un coin, dans le noir, ce que vous voulez, pour écrire. On écrit pour se guérir. Il y a une dame à Sainte-Anne, une psychiatre, qui a beaucoup travaillé sur ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pourquoi elle a écrit un livre qui s'appelle « Écrire pour guérir ». Aussi dans une prison, c'est un film qui s'appelle « Écrire pour exister ». Ce sont les enfants des banlieues qu'on avait stigmatisés, pressés comme du citron. Et une jeune professeure, très jeune, a trouvé la solution via l'écriture. Et de plus en plus, on le trouve aussi dans le slam, dans les quartiers populaires. Vous allez voir des jeunes qui n'ont pas fait beaucoup d'études, mais qui ont le talent d'associer des mots qui donnent du sens. Et ce qui est intéressant dans l'écriture, c'est que ça peut être du réel, le vrai, ce que tu as vécu. Si je prends par exemple quelqu'un qui a subi un viol, il ne dort pas, il a de l'insomnie, il a mal au ventre, elle n'est pas bien, du tout, du tout, du tout. Et dès lors qu'elle se met en confiance, elle prend le stylo, elle met un mot sur le mal, ça commence déjà à être quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un face-à-face entre l'écriture et le mal. Et ce face-à-face était difficile. Vous voyez le miroir, quelquefois on n'aime pas quand on n'est pas bien. Mais quand vous osez affronter le miroir, ça veut dire que c'est un départ. Et le départ peut être comme le diesel, très lent, très très lent. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la suite. Donc, il faut aussi travailler sur la prévention. Et ce sont des gens comme Awa, des associations, les voisins, qui peuvent sauver. Donc, quand on prend l'écriture, effectivement, comme arme de reconstruction, parce que ce qu'il faut, c'est de se redresser pour effectivement aller de l'avant. Parce que là, on commence à tout dire, à tout écrire, et cette écriture-là est la solution, est une solution.
est une solution. Et une solution extrêmement intéressante. Et je vous le dis tout de suite, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas universitaire comme moi que vous ne savez pas écrire. L'écriture est quelque chose, est un outil qui va sauver l'individu. C'est pourquoi il y a des romans, les cris sous la peau. Les cris sous la peau, ça veut dire tout simplement que la personne souffre, mais on ne le voit pas. Rouge silence et les interdits, etc. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Le silence, le déni, etc. Et cette dame, c'est à travers l'écriture qu'elle a été sauvée. Donc, en écrivant, on essaie effectivement toujours de trouver une solution à soi, mais cette solution peut générer effectivement du bien-être pour les autres. Et c'est ça qui est très intéressant. Voilà. Et ne vous interdisez pas effectivement de prendre votre crayon et d'écrire. Et ces moyens pour agir là, c'est pour vous reconstruire, parce qu'on a voulu vous détruire, parce qu'on vous a détruit. Ou on dira tout simplement qu'on vous a fait du mal, comme le bambou. On dit souvent, le bambou ploie, mais ne se casse pas. Ça veut dire que même si c'est difficile, ce que je dis est difficile, même si c'est difficile, il y a une possibilité de résilience, de renaître. Il y a une possibilité de renaître. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus d'excellents écrivains parce que tout simplement leur parcours de vie était extrêmement difficile. Et ce dont ils parlent, c'est leur parcours de vie. Voilà ce que je voulais vous dire grosso modo, et je vais laisser la parole à mon ami qui va être beaucoup plus gentil. Merci beaucoup. Moi, j'ai été très content de vous entendre, je ne sais pas comment vous dire. C'est toujours impressionnant, je trouve, d'entendre un philosophe. Ben oui, parce que moi, je n'ai pas... Enfin, bon, j'ai fait un peu de philo. Voilà, j'en ai fait un peu. Mais, voilà, c'est pas ma formation de base. Et en tout cas, évidemment pas ma spécialité. Et ce qui est très intéressant, en plus, moi, je trouve que vous êtes un poète. Hein, vous avez quand même ouvert des fenêtres. C'est très poétique, tout ce que vous dites. Et ça, c'est très important, je trouve, parce que, surtout quand on parle de l'écriture. Surtout quand on parle de l'écriture. Alors, moi, alors, on a quand même un point commun. On en a au moins deux, même. Le premier, c'est que je suis, on va dire... Sénégalais. Alors, Awa me vanne tout le temps, hein. Elle me taquine tout le temps. Le premier point commun, c'est que moi, je fais de l'interculturel depuis très longtemps. Bon. Je représente même cette question-là à la Société française de psychologie, dont je suis administrateur. Pour tout dire. Le deuxième point commun, c'est que vous avez parlé des travailleurs sociaux. Ben, j'ai travaillé avec des travailleurs sociaux toute ma vie professionnelle, c'est-à-dire quarantaine d'années maintenant. Et en ce moment même, on m'a sollicité maintenant dans un grand organisme de formation pour en former tant. L'écriture peut-elle participer à une guérison des traumatismes psychiques? Et si oui, comment? Et dans quelles conditions? Et en quoi écrire pourrait-il être psychothérapeutique? Et puis ensuite, j'ai essayé de travailler avec vous le cas particulier et spécifique des violences qui sont faites aux femmes, parce que c'est quand même un cas tout à fait spécifique. Alors je vais aussi vous dire que je vais vous parler du fait que je connais bien le sujet de l'écriture, d'abord parce que ça m'arrive d'écrire quand même assez souvent, les étudiants à comprendre quelle était la différence entre l'éducatif, le créatif et le thérapeutique. Donc on a beaucoup travaillé ces questions-là. En tout cas, pour moi, écrire, d'abord, c'est un moyen de laisser une trace. Et là, il y a tout un aspect, alors ethno-anthropologique et même historique, hein, qu'on pourrait développer. Je ne vais pas vous assommer avec ça, mais il y a beaucoup de travaux sur cette question-là. Hein. Depuis quand l'homme s'est mis à laisser une trace, comment il a fait, ça part des premiers hommes dans les cavernes, enfin, c'est toute une histoire. Quand même. Bon, avec toutes les civilisations qui sont passées, avec les idéogrammes en Asie, etc. Bon.
sans parler même des Babyloniens, des Égyptiens, etc. Enfin, il y a tout un travail, il y a tout un trajet quand même de la trace à l'écriture qu'on connaît maintenant. Ensuite, quand même, l'écriture, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen d'exprimer des émotions et des vécus, et c'est un moyen aussi, et c'est énorme quand on y réfléchit, c'est tout ça à la fois, d'exprimer des événements, et là on parle plus des souvenirs, et donc on revient au fameux traumatisme et trauma. Bon, donc et ça c'est un élément absolument fondamental de l'écriture, c'est-à-dire l'aspect qu'on appelle cathartique, c'est-à-dire qui libère. Bon. L'autre aspect de l'écriture quand même, et vous voyez, il y en a beaucoup hein, quand on essaie de voir un peu, c'est aussi un moyen de créer. La création, c'est une production et qui est reconnue socialement le plus souvent. Et c'est pour ça que ça fait œuvre. C'est pas tout à fait la même chose. Et puis, et là on va rejoindre un peu les ateliers, c'est quand même le moyen d'être valorisé en groupe. Est-ce que écrire, ça suffirait à guérir sur le plan psychique? Ben moi je vais dire non. Je vais être pessimiste, mais je vais dire non. Parce que la guérison psychique, elle nécessite du temps et de la patience, elle nécessite une aide extérieure par des professionnels qui sont formés, et elle nécessite des garanties par un cadre précis et qui soit respecté. Ça suscitait en moi une question. La résilience par l'écriture, doit-elle, pour la résilience, est-ce que la personne doit forcément écrire, ou cette résilience peut passer par les écrits qu'il a lus de sa personne? Je m'explique. Est-ce qu'il faut forcément que la personne écrive ce qu'il ressent, ou à travers votre rapport de psychologue, il peut aussi accéder à la résilience? Les deux, mon général. On l'a déjà dit, ce qui est très important, c'est que quand on commence à écrire, quand on commence à coucher sur papier, ça veut dire qu'on a amorcé quelque chose, c'est-à-dire qu'on a rencontré quelqu'un à qui on a fait confiance et qui vous a donné effectivement le chemin. Et c'est ce que vous faites ici, et c'est ce que j'ai vu dans l'exposition là-bas. Ils nous disent, quand j'ai rencontré Awa, j'ai eu confiance. J'ai expliqué ma situation, etc. Et la confiance étant établie, Awa vous a proposé de le coucher sur papier. Comme je vous ai dit, ne vous embarrassez pas des fautes, ne vous embarrassez de rien. La créativité. La créativité, allez-y. Et après, on pourra construire. J'ai beaucoup apprécié et vous dites beaucoup de vérité. La place de la femme, l'éducation, tout passe par l'éducation. Si on veut être émancipé, si on veut effectivement prendre sa vie en main, il n'y a pas mieux que l'éducation. Et cela, il faut que les parents, les femmes en général, inculquent tout ça à leurs enfants. Ça éviterait effectivement qu'il y ait des petits délinquants, ou qu'il y ait de la délinquance, qu'il y ait des problèmes intrafamiliales, et puis ça évite aussi d'avoir de la violence. Et je dirais par l'occasion, on a dit qu'il faut communiquer. Si on ne peut pas communiquer verbalement, mais au moins communiquer par écrit. Parce que tout passe par la communication en priorité. Donc je ne vais pas trop m'éterniser, donc j'étais ravie en tout cas de parmi vous aujourd'hui. Et le temps me presse, je suis autre de prendre vous derrière. Merci à tous d'être venus. Merci Madame la Présidente. Et c'est les acolytes, bien sûr. Et puis encore merci à vous. Les papas, ils sont le tiers entre la maman et l'enfant. Alors là, la responsabilité des pères, elle est gigantesque. Elle est gigantesque. Quand je dis, voilà. Et si le papa n'est pas là, et ça peut lui arriver, hein, bah, au moins il peut être dans la tête. Alors il peut être dans la tête de l'enfant, puis il peut être dans la tête de la maman aussi. Donc il n'y a pas de bonne éducation s'il n'y a pas de tiers. C'est ça que je suis en train de dire. Voilà. J'avais envie de rajouter quelque chose. Alors, bon, voilà. Par rapport au rôle des parents, je peux aller dans votre sens. Je mettrais juste un petit bémol, c'est-à-dire que, avant d'estimer qu'un parent ne remplit pas son rôle,
je trouve qu'on a tous le devoir de s'assurer que nous avons les mêmes règles d'éducation. Et ça, c'est des incompréhensions qui font qu'on peut très vite juger le parent qui n'est pas un bon éducateur, sans s'être aperçu que finalement, de par notre héritage ou de par notre éducation, nous n'avons pas eu les mêmes règles d'éducation. Vous savez, j'ai 35 ans de métier, hein, avec les juges des enfants et avec l'aide sociale à l'enfance, et Dieu sait si j'ai vu des enfants et des parents variés. Donc après, la question, c'est pas tellement c'est bien, c'est mal. On s'en fout de ça. Les juges des enfants, ils jugent en fonction de quoi? Pour ne citer que. Ils jugent en fonction de ce qu'on appelle en justice l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est clair. C'est-à-dire, il est bien ou il n'est pas bien? Exactement ce que vous avez dit. À tout hasard. Hein? Donc c'est pas la question, c'est bien ou c'est mal. Hein? C'est la question, l'enfant va bien ou pas? C'est plus une contribution qu'une question par rapport à la parentalité. Je pense qu'on ne peut pas parler de parentalité sans parler de citoyenneté, entre le rapport qui existe entre l'État, la citoyenneté et les parents. Donc pour être déjà un bon parent, il faut comprendre d'abord, je pense, que certaines valeurs de base, voilà. Et on ne peut pas parler aussi de parentalité sans évoquer le problème ou la problématique de l'interculturalité. Ce que vous dites est pertinent. Le parallélisme entre la parentalité et la citoyenneté. Quand je forme les gens, les parents à la parentalité, il y a dans les traditions, on te dit, quand tu vas ailleurs, tu trouves les gens en train de danser sur une jambe, danse sur une jambe. Sinon, tu es en conflit. Comment éviter le conflit? Et après, je leur dis, c'est un premier pas. Et après, tu vas leur dire, mais et si on essayait les deux? La maïeutique socratique. C'est ce que nous essayons de faire. Mais pour cela, il faut établir des conditions de dialogue. Et ça marche. Voilà. La médiation, c'est véritablement l'avenir. La médiation, c'est l'avenir. Alors, on oublie souvent, on pense que la médiation, c'est entre Africains, ou bien entre Africains blancs, etc. Mais c'est aussi entre Occidentaux. Le Marseillais est différent du Titi parisien. Ce que je fais, je le fais avec des Franco-Français. Hein. Voilà, on va penser tout simplement que je reste en Afrique. Non, je le fais. Moi, c'est l'interculturalité et l'universalité du travail. Mon travail, c'est l'universel. Et la personne n'a ni couleur ni sexe chez moi. Voilà. Et l'écriture nous sauve. En tout cas, merci pour le formidable travail que fait Awa et son association, FAPO. Merci aussi aux brillants intervenants. Vous nous avez fait voyager avec tous ces concepts, la résilience et l'écriture. D'après ce que j'ai compris, donc en partant d'ici ce soir, tout ce beau public doit être des écrivains, c'est ça? Non, normalement. Bien. Ils ont tous la potentialité. Exactement. Voilà, je me présente, moi je m'appelle Yaya Djanka, moi je suis auteur déjà, j'ai écrit 3 bouquins. Je suis sociologue de formation. Et un des premiers bouquins qui marche encore, publié chez l'Harmattan. Oui, c'est Le Petit Baobab pour vivre ensemble. C'était une façon pour moi, effectivement, de marier ces deux concepts, la résilience et l'écriture. Parce que j'avais envie, moi, quand je suis arrivé ici, j'ai été accueilli par des hommes et des femmes de culture, d'origine, de tradition et de blessures différentes. Et puis à un moment donné, je suis donc d'obédience musulmane, mais j'ai passé toute ma vie dans l'enseignement catholique. Et j'avais vu que ce qui nous était, en tout cas les valeurs que nous avons en commun, étaient beaucoup plus essentielles que ce qui nous différencie. Alors il y a de la violence partout, bien évidemment, il ne faut pas se leurrer. Et d'ailleurs, je vais poser la question, comment ça se fait que depuis que le monde est monde, depuis qu'on parle de violence, il y a toujours de la violence? Donc une première proposition, sous forme de réponse, c'est qu'à partir de dorénavant, on va confier la gestion du monde aux femmes. C'est ça, bravo. Ne parlez pas de cette trompe, hein, parce que Donald, lui, c'est au fou. Alors, donc, une des façons de dire merci à toutes ces femmes et ces hommes, c'était d'écrire donc un livre, et ça m'a permis effectivement de me réconcilier avec moi-même,
d'être sûr aussi d'un certain nombre de convictions et de valeurs que j'avais en partage avec ces hommes et ces femmes. Et c'est vraiment quelque chose de très très important. Même si on est analphabète, même si on n'arrive pas à écrire, il est toujours possible de communiquer à travers des gestes, à travers des traits, comme l'a si bien dit Pape. Alors, je ne vais pas trop monopoliser la parole, je voulais juste vous lire, mesdames, un petit poème qui a été écrit par Fatimata Dialova. Elle est professeure de lettres, elle est agrégée de lettres, elle enseigne donc au lycée français de Dakar. Et voilà ce qu'elle écrit. Écrire, crier, à la lettre près, le même mot. Écrire pour que les cris, bouche cousue et pliée de souffrance et d'obéissance, trouvent leur voie et cessent de saper les fondements comme les rivières perdues. Crier le refus de l'humiliation, huilier sa liberté comme un loup ivre un soir de pleine lune. Écrire ses blessures pour avoir une chance de les refermer. Crier de douleur de ses frustrations. Écrire son droit à l'expression et à l'existence. Crier son désir de vivre. Écrire pour ne pas mourir. Écrire et crier pour ne jamais cesser d'aimer. Les faits relatés dans ce roman n'ont rien et tout à voir avec la vie de ceux qui claudiquent, voilà, prof de lettres, hein, claudiquer, je n'ai jamais compris ce qu'était ce mot, et continuent de marcher. Bonne fête, mesdames. Merci beaucoup. Voilà, c'était super, vraiment, merci beaucoup. Cette année, on va valoriser les femmes qui ont été dans l'atelier d'écriture. Elles sont 6 femmes que je vais appeler, qui vont venir ici. Alors, on va commencer. Marie Valérie, trophée pour ton engagement dans l'atelier d'écriture. Voilà, donc merci pour ton courage. Merci pour ta résilience. Voilà. Merci beaucoup EFAPO à moi pour l'atelier d'écriture. Ça m'a aidé beaucoup. Donc, ça m'a permis de mettre en avant mes souffrances de mon vécu, le bien et le mal de toute ma vie en fait. Donc j'ai pu mettre les mots sur tout mon passé. Et voilà, donc c'est intense, très intense, c'est très émouvant et ça permet de voir un petit peu plus clair dans son état d'esprit. Et je conseille vraiment aux personnes qui ont du mal à écrire de ne pas hésiter parce que ça permet de faire un bilan de sa vie et de se remettre en question un peu aussi. Et de permet surtout d'avancer. Voilà. Et vraiment. Karine, tu donnes à Aminata. Madame Salle, elle a bien retenu qui elle l'a donné. Merci. Avant tout, merci à tous. Pour moi, ça a été l'écriture, ça a été d'abord avant tout une libération. Et ça m'a permis d'exprimer des années de souffrance. Et je suis très émue et je suis fière d'être la personne que je suis devenue à travers l'écriture. Et je remercie EFAPO, toute l'équipe, tous ceux qui soutiennent toutes sortes de violences. Voilà. Voilà, merci beaucoup.
arriver en même temps. Allez. Merci à tous ceux qui nous écoutent tous les jours. Merci à tous ceux qui nous accompagnent tous les jours. Merci à tous ceux qui ne nous abandonnent pas. Merci franchement à Awa, qui ne cesse de nous pousser tous les jours. Franchement, je dirais à toutes qui ont, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ont à dire, mais qui n'osent pas. Oser. Il faut oser. Bonjour à tous. Je dois d'abord remercier à FAPO, à Madame Awa, qui était toujours là pour moi, et aussi pour ses trophées. Et franchement, la lecture, ça m'a fait vraiment être plus ouverte, en fait, me connaître plus et être plus libre, en fait, parce que je me sentais un peu, je sais pas, mais avec les écritures, ça m'a fait plus, voilà, être sûre de moi et être fière de moi pour tout ce que j'ai passé et pour tout ce que je suis maintenant. Et voilà. Merci à Alors donc, FAPO te décerne, voilà, ce petit trophée pour ton courage, pour votre courage plutôt, votre résilience et votre parcours aujourd'hui. Vous avez réussi à s'en sortir. Merci. Voilà, vous êtes un modèle aussi pour les femmes. Merci. Voilà. Même toi. Merci beaucoup. L'honneur de recevoir ça, de recevoir ce trophée. Bon, c'est un parcours, c'est une étape du parcours et c'est un nouveau départ. Et on est arrivé brisé à FAPO. Démoli et on a été écoutés, on a été cru. Je remercie Madame Ba, Awa, toute l'équipe des FAPO. C'est la première fois, j'ai fait beaucoup d'institutions où on me disait, où on m'a fait asseoir et de toute mon histoire, il n'y avait pas une seconde où il y a eu l'ombre d'un doute. Où je voyais dans les regards en face de moi l'ombre d'un doute. Qui m'a accompagnée pendant un bout du chemin. Et l'histoire du livre, quand je suis arrivée, justement, mon histoire était tellement rocambolesque que la seule manière de pouvoir me faire comprendre et que l'interlocuteur puisse suivre l'histoire de bout en bout, il fallait un livre avec des épisodes et des chapitres pour que l'interlocuteur puisse se retrouver. Et même en face des avocats et des juges, il faut prendre le bout, du bout, du bout, du bout, du bout. Et c'est là que j'en ai parlé à Madame Ba. Et elle était inspirée. Elle a dit, il faut qu'on fasse un atelier. Et quand elle m'a appelée, je lui ai dit que je n'arrivais pas à écrire. Pourtant, je savais que je devais écrire et j'avais déjà le projet du livre, mais c'était trop difficile à cause des différents. Et quand Madame Ba nous a appelés, chacune, pour dire ben, j'ai créé un atelier, est-ce que ça vous intéresserait de participer? C'est avec joie et avec beaucoup d'enthousiasme qu'on y est allé. Et on a vécu avec mes sœurs, parce qu'aujourd'hui on n'est plus des femmes, on est une famille. On a vécu des histoires, une aventure extraordinaire. Et je peux vous assurer
qu'en étant membre de cette équipe-là, les dames que vous voyez aujourd'hui ne sont pas les mêmes qui sont arrivées le premier jour. Même si on a encore nos différents challenges, même si on a encore nos doutes, l'écriture a fait le travail, a fait un travail. On a pu mettre sur papier nos doutes, on a pu mettre nos ressentis, on a pu mettre nos émotions, on a pu mettre nos appréhensions et aussi on a pu mettre nos cris de détresse par rapport à la société. Donc, j'invite chacune, chaque femme, et même chaque être humain, tout simplement, qui vit quelque chose de difficile, à pouvoir écrire. Avec l'écriture, on n'est pas obligé de se justifier. Avec l'écriture, on se parle à soi et on parle à l'autre sans a priori et sans crainte. Je ne sais pas. Il y en a quelques-unes peut-être qui sont encore dans les violences, qui n'osent pas parler. Et je te dis, toi femme qui es là, tu peux écrire. Et ça sera déjà commencé à parler. Et merci. Merci à EFAPO. Merci à tout le monde. J'ai écouté l'écriture. Ça m'a inspiré tout de suite, l'écriture. Je vais devenir écrivain. Ah ouais. Voilà, d'accord, ok. Binde Barna, il faut écrire. Il faut écrire pour savoir. La vie c'est une autoroute, chacun a sa sortie. La vie c'est une autoroute, la vie, on est venu sur les bras des autres, on repartira sur les bras des autres. La vie c'est une autoroute, chacun a sa sortie. Écrivez bien ce que vous pensez et ce que vous avez pensé. C'était un produit, voilà. Donc, comme ça, j'ai pensé et voilà, j'ai écrit. Voilà, super. Merci beaucoup tous ceux qui ont des trophées. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à EFAPO. Merci tout le monde pour cette journée de la femme. Merci à tout le monde.